Bonsoir. Avec notre invité Mamadou Diouf, nous allons parler du Mali et de ce qui se passe actuellement dans ce pays et surtout les dessous du nouveau putsch. Mamadou Diouf, bonsoir. Bonsoir Michel. Vous allez bien? Très bien. Merci de toujours répondre à notre invitation. Première question, quels sont les dessous de ce nouveau putsch dans putsch entre griffes? C'est trop tôt pour le savoir parce que si l'on s'en tient à ce qui est dit actuellement au niveau du Mali, il y a du tout. Vous avez le discours officiel où le colonel Goïta dit que c'est à cause de la grève, il y a un échec sur le plan social, les gens ne parviennent pas à résoudre les problèmes des Maliens. Mais bon, comme argument quand même, ça ne tient pas la route. La transition n'avait pas pour rôle de régler les problèmes du Mali. Oui. La transition avait plutôt pour rôle de refonder le Mali. Et quand cet objectif était fixé, même certains se plaignaient en disant, mais les Maliens sont dans la difficulté, est-ce qu'il faut attendre qu'on règle ces questions institutionnelles, etc., avant de s'occuper de la question du développement? Donc ce qui se passe n'est pas une surprise, cet argument n'est pas prenable. Le second argument consiste à dire que lui, en tant que vice-président chargé de la sécurité, de la défense, comment on va faire un remaniement ministériel sans qu'il ne soit informé? Ça, c'est plus clair maintenant. Oui, mais le problème, c'est que tout le monde est informé de ce remaniement ministériel. Ouais. Tout le monde est informé des négociations qui se faisaient entre le Premier ministre et un certain nombre de partis. On disait que l'URD même va rentrer dans le gouvernement, etc. Mais même ceux qui sont en dehors du Mali sont informés. Comment lui, il peut être au Mali? Ouais. Vice-président, militaire de surcroît, et il n'est pas informé. Il y a anguille sous roche par rapport à une telle chose. Il y a d'autres arguments qui sont donnés sur un marché d'armement qui aurait été conclu par les militaires et qui n'a pas plu au président et qu'il aurait même reçu un coup de fil de l'Élysée. Bon, vous avez toutes sortes de choses qui se disent actuellement sur le marché. Ce qui est sûr, c'est que comme l'affaire n'est pas encore très claire, il faut quelques jours pour que les choses s'éclaircissent davantage, pour qu'on connaisse véritablement pourquoi ceux qui ont fait un coup d'État et qui ne sont pas partis, qui sont restés dans le pouvoir, sont venus faire un coup au pouvoir dans lequel ils sont. Parce que bon, c'est le vice-président qui organise le coup d'État. Le vice-président, il est complètement dans le pouvoir. Mamadou Diouf, quand on prend argument par argument, surtout le premier, Assimi Goïta, il est comptable, il est l'actuel vice-président du pays. Mais non seulement il est vice-président du pays, mais deux parmi les membres du Conseil national de salut du peuple, comme il l'avait appelé, qu'on a soi-disant dissous et qui vient de prouver qu'il n'a jamais été dissous véritablement, sont dans le gouvernement. Un autre est président du Conseil national de transition. Lui, il est vice-président. Avant même d'installer tout ça, ils ont nommé des gouverneurs militaires. Les gens se plaignaient en parlant de militarisation du Mali. Ce n'est pas les civils qui sont au pouvoir aujourd'hui. C'est les militaires qui sont au pouvoir. Et sur certaines questions, ils ont délégué, entre guillemets, le pouvoir à des civils. S'il y a échec, c'est eux les premiers responsables de cet échec. Parce que c'est eux qui sont venus prendre le pouvoir. S'ils avaient laissé le pouvoir avec les civils, parce que c'est ça qu'on connaissait comme coup d'État. Vous avez des militaires qui sont dans les casernes. Vous avez des civils qui gèrent le pays et qui se retrouvent en situation de blocage. Les militaires interviennent en disant qu'on ne peut pas laisser le pays aller vers le chaos. Habituellement, quand on faisait les déclarations après les coups d'État, c'est cet argument-là qu'on avait l'habitude d'entendre. Mais ici, ce n'est pas du tout le cas. Les militaires sont là, ils sont dans le pouvoir, et les négociations avec les syndicats, même pendant la période où on n'avait pas encore mis en place les organes de la transition, les militaires ont négocié avec les syndicats. Parce que les grèves datent de IBK. Ça n'a pas commencé, ça n'a pas commencé tout de suite. Quand ils arrivaient, il y avait des problèmes avec l'école. Ils ont dû négocier avec les syndicats. Ils n'ont pas été capables de régler le problème. C'est pourquoi la transition se retrouve avec ce problème qui est passé par les militaires et qui n'ont pas été capables de le régler. Donc, ça ne peut pas être un argument pour justifier surtout un coup d'État, parce que sinon, dans tous les pays africains, il y aura un coup d'État. Les gens ont faim, les gens ont soif, l'école ne marche pas, la santé ne marche pas. Ben, des analystes disent également que deux proches du vice-président Assimi Goïta ont été enlevés de deux ministères clés, à savoir le ministère de l'Intérieur et de la Défense, si je ne me trompe pas. Oui, mais on parle de quoi? On parle d'un État ou on parle de copains? Voilà. Quand on parle d'un État, ils ont été remplacés par qui? Ils ont été remplacés par des militaires. Ouais. Et ils n'ont pas été remplacés par des militaires moins gradés,
Ils n'ont pas été remplacés par des militaires moins expérimentés, ils ont été remplacés par des militaires plus gradés et plus expérimentés. D'où le copinage, c'est clair. C'est pourquoi j'ai dit qu'on nous explique. J'aurais pu comprendre qu'on prenne un civil comme moi pour lui dire de s'occuper de la sécurité du Mali, alors que tout le monde sait c'est quoi la situation du Mali, qu'on conteste en disant qu'il ne sera même pas capable de comprendre les enjeux. Mais on a enlevé un colonel pour mettre un général de division. Mais où est le problème? Maintenant, si le Mali est une affaire de copains, de sorte que si on enlève mes copains, je suis prêt à tout mélanger, mais ça devient un autre problème. Ça veut dire que ce que l'Union africaine, la CEDEAO, la communauté internationale avait fait, et que certains de la société civile avaient dit non, il ne faut pas laisser, c'est eux qui avaient raison. Dès le départ, les gens avaient dit ce gars est intéressé par le pouvoir. La façon dont il s'est accroché, la façon dont il s'est taillé le poste de vice-président. Il y avait des gens qui avaient dit, oui, des gens avaient dit, niet, il faut l'enlever, parce que dans cette posture, il va vouloir continuer à tenir les rênes du pouvoir. Ceux-là ont eu raison aujourd'hui, parce qu'en réalité, le vrai président au Mali, c'est Goïta. Il l'a prouvé, puisque c'est lui qui a démis le président de ses fonctions en nous disant qu'il le met hors de ses prérogatives, en français que moi j'ai du mal encore à comprendre. Officiellement, le Premier ministre Mokhtar Ouane et puis le président Bandao ont démissionné. Selon vous, c'est sur pression. Hein? Mais ils ont démissionné de quoi? On les a mis hors de leurs prérogatives. Les prérogatives du président, c'était quoi? Les prérogatives du Premier ministre, c'était quoi? Si tu n'as plus de prérogatives, quand tu démissionnes de quoi? Mais on ne démissionne pas de rien, on démissionne de quelque chose. Et vous voyez la curiosité, on les a mis hors de leurs prérogatives d'abord. IBK. Ce qui veut dire qu'ils ont utilisé des moyens de pression pour amener ces gens-là à démissionner. Ou bien le premier président et le Premier ministre ont été peut-être même dégoûtés. Parce que c'est parfois ça aussi. Effectivement. Quand tu te lèves pour servir ton pays, tu n'as pas d'ambition personnelle. En tout cas, jusqu'à présent, on n'a pas montré d'ambition particulière par rapport au président de la République, il faut le rappeler, parce que le poste de vice-président n'avait pas été prévu. Quand on lui a donné son budget, il a coupé une partie de son budget pour mettre à la disposition du vice-président. Donc jusqu'à présent... C'est quelqu'un qui est venu servir. Voilà. Ce qu'on voit jusqu'à présent, c'est quelqu'un qui est venu servir, et c'est de ça c'est ce qu'on lui connaît, c'est ses principes qu'on lui connaît. Même le clash était prévisible, puisque quand il a été choisi, les gens ont dit oui. C'est pas quelqu'un qui se plie, c'est pas quelqu'un qui se laisse faire, et c'est ça qu'on est en train de voir, tout simplement. Donc parler de démission, personnellement, je n'y crois pas du tout. Soit les gens ont jeté l'éponge parce qu'ils savent qu'on ne peut rien faire avec ces gens-là. Mais dans la réalité, ce qu'on voit, pour démissionner, on n'a pas besoin d'aller à Kati. Pour démissionner, on n'a pas besoin de se cacher. Généralement, la personne, en toute liberté, écrit sa lettre de démission, se prononce clairement même sur sa démission et donne les raisons de leur démission. On nous dit qu'ils ont démissionné, quelles raisons ils ont données? Où est la lettre de démission? On ne l'a pas vue. Mais la lettre qui les démet, ça, on a vu le communiqué de Goïta qui les met hors de leurs prérogatives. Mamadou, même méthode, même stratégie et surtout même endroit, hein, le camp militaire Kati. Oui, mais c'est tout le problème aujourd'hui. C'est pourquoi il faut se demander où se trouve le pouvoir au Mali aujourd'hui. IBK, le Premier ministre à l'époque, tout le monde, c'est là-bas qu'on les avait gardés. C'est là-bas qu'on avait fait les négociations. Quand ils ont pris le pouvoir, c'est là-bas qu'on a refait les négociations. À chaque fois, c'est là-bas que la CEDEAO allait pour négocier. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Goodluck Jonathan est allé encore à Kati pour négocier. Mais c'est quoi cette façon de prendre des gens, de les mettre en arrestation, parce qu'il ne faut pas l'appeler autrement, mettre la pression sur ces gens jusqu'à obtenir un certain nombre de choses, avant de venir maintenant vouloir faire croire aux gens le contraire. Mais vous regardez la réaction des Maliens, tout le monde a compris. Certains ont dit même qu'ils ont honte aujourd'hui d'être Maliens. Et ils n'ont pas tort, parce que quand on tire toujours sur l'Afrique, mais c'est à cause de ces comportements moyenâgeux que certains continuent à perpétuer en croyant qu'ils ont raison, alors que le Mali actuel, avec ses problèmes, doit avoir autre chose à faire que de s'occuper de portefeuilles ministériels. Et surtout les militaires maliens, qu'ils prennent leurs responsabilités. Ils ont fui le combat, ils ont été battus plusieurs fois par les terroristes. Aujourd'hui, c'est inadmissible. C'est les soldats togolais, sénégalais, tchadiens qui sont sur le front, et les militaires maliens sont assis dans des fauteuils en train de négocier des postes ministériels. Qu'ils fassent attention.
Parce que les gens risquent de se poser des questions par rapport à ce soutien qu'on apporte à un pays où les militaires, au lieu d'aller au front, sont en train de se battre pour être vice-président ou président de la République. Et cela dégoûte les Maliens. Ils le prouvent à suffisance. Ils le montrent par des manifestations. Mais ils l'ont dit de plusieurs façons. Ils l'ont dit de plusieurs façons parce que on est en train de faire une refondation. On n'a rien. Parce qu'on est, d'ailleurs même, on est en retard. On est à 9 mois de la fin de la transition. Non seulement il n'y a rien de concret, il n'y a même pas une feuille de route claire sur ce qui va être fait. Mais si vous voulez recommencer une transition, ce délai de 18 mois-là, il devient quoi? J'espère que la CEDEAO va rester intransigeant sur son délai de 18 mois. Puisque c'est ça qui avait été dit, il n'y aurait pas de prolongation de ce délai. Mais ce qui n'a pas été fait pratiquement pendant 9 mois. C'est-à-dire la moitié de la transition. Et ça, regardez les médias maliens, depuis fort longtemps, ils ont écrit « Le bateau malien est sans commandant », pilotage à vue. Les gens avaient bien vu que ça ne marchait pas. Les titres des journaux ont toujours montré qu'on ne sait pas où on va. Et c'est pourquoi, dans la presse malienne, tout le monde dit que ce n'est pas du tout une surprise. Parce qu'il y avait des couacs avec le président entre le président de la République et le vice-président. Il y avait des couacs également entre le vice-président et le Premier ministre. La presse malienne en parlait régulièrement. Mais le problème, c'est que quand ceux qui sont au devant, qui doivent tracer le chemin, quand ils ne s'entendent pas sur le chemin à prendre, mais le peuple va prendre quel chemin? Et c'est pourquoi les Maliens disent non. Si c'est des portefeuilles qui les intéressent, nous, on veut qu'on nous remette notre pays en marche. On veut qu'on nous ramène la sécurité au niveau de ce pays parce qu'on oublie que le Mali est en train de vivre un problème extrêmement difficile en matière de sécurité. Sur ce plan, certains avaient dit, bon, comme les militaires sont là, ils vont pouvoir régler le problème de la sécurité et le vice-président Goïta avait insisté là-dessus. Mais entre le moment où ils sont venus et aujourd'hui, tous les rapports qui ont été faits par les Nations Unies et autres montrent qu'il y a plus d'attaques contre le Mali aujourd'hui que pendant que les militaires n'étaient pas encore au pouvoir. Donc même du point de vue sécurité, ce qu'il fallait attendre d'eux, les populations ne l'ont pas vu. Les réactions sont venues tous azimuts. Il y a la CEDEAO. Vous avez parlé tout à l'heure de l'ancien président Goodluck Jonathan qui est allé à Bamako. La réaction également de l'Union africaine par le truchement de son président Félix Antoine Tshisekedi. Et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a également réagi. Est-ce que Goïta va entendre cela? Mais il ne va pas entendre. Moi, en tout cas, je n'ai pas compris les réactions. On a eu un coup d'État similaire il n'y a pas longtemps au Tchad. Vous parlez de Félix Tshisekedi, c'est lui qui est allé couronner le fils de Idriss Déby. Je vais ajouter Emmanuel Macron également, qui a réagi pour le cas du Mali. Mais oui, mais regardez sa réaction sur le cas du Mali et sa réaction sur le cas du Tchad. Et qu'on ne me dise pas que les contextes sont différents, les contextes sont les mêmes. Parce que là-bas, l'argument le plus utilisé, c'était le fait que le Tchad était menacé parce qu'il y avait une bande de rebelles. Et tout le monde sait que cette bande de rebelles tchadiens plutôt, est beaucoup moins dangereuse que ces rebelles terroristes qui se trouvent sur le territoire malien. Mais pourquoi on parle de coup d'État maintenant? Et ce n'est pas la sécurité du Mali seulement qui est menacée quand on met le Mali en situation d'instabilité, puisque les gens disent que le Mali est une sorte de boussole. Si ça saute seulement, on ne sait plus où on va aller avec cette question du terrorisme. Mais les situations sont identiques. Pourquoi là-bas, on ne parle pas de coup d'État? On vient adouber le fils. Ici, ce n'est même pas le fils, c'est le vice-président qui veut, je ne dirais pas monter, qui veut prendre maintenant clairement le pouvoir, parce qu'il l'avait déjà. Il veut le prendre clairement et officiellement. On parle de coup d'État. Il y a ce problème-là qu'il faut revoir. L'Union africaine, la CEDEAO, mais il y a ce principe sacro-saint qui date de 1999, qui avait dit que quand il y a coup d'État, il n'y a pas de demande d'explication. Immédiatement, on suspend le pays. Mais on n'a pas vu cela. On a vu quelqu'un qui est parti pour négocier, pour voir comment on va faire. Je crois qu'il y a une porte qui est en train d'être ouverte à nouveau, de sorte que malheureusement, les coups d'État civils sont terminés avec ceux qui cherchaient les énièmes mandats. Maintenant, c'est les coups d'État militaires qui reviennent. Mamadou, ce qui est surprenant pour terminer, c'est Assimi Goïta qui est allé chercher le président Bandao. Oui, mais qui était allé chercher les autres? C'est lui plus Koné, plus Camara. Parce que c'est ça qui est le plus curieux. C'est d'eux qu'on a fait sortir du gouvernement.
ils n'étaient plus des ministres, ils sont redevenus des militaires, pour ne pas dire ils sont redevenus des membres du Conseil national pour le salut du peuple, et ils ont refait le même coup d'État qu'ils avaient fait dans les mêmes conditions. C'est tout simplement cela, et c'est inadmissible qu'on puisse accepter une telle chose dans le Mali actuel, qui a besoin plutôt que tous ses fils se mettent ensemble pour faire face à la question de sécurité, pour faire face également à la question du développement, parce que la guerre est en train d'appauvrir davantage un pays qui avait plein de difficultés. Mamadou Diouf, merci beaucoup. On va marquer juste une petite pause et on revient pour l'inviter.